Donc voilà, merci à tous d'être présents pour cette visioconférence sur les études supérieures en Allemagne. Nous serons présents avec nous Julien Robichon qui est conseiller pour l'emploi ou conseiller d'orientation en Allemagne. Nous avons aussi des ambassadeurs de l'OFAGE, Lilou, Chloé, Mathias et Viviane qui interviendront tout au long de la conférence. Et il y a Yvan Coualier et moi-même, Nelly Forestier, qui sommes le réseau Euroguidance et le Centre d'information international. Donc le réseau Euroguidance, c'est un réseau européen pour des ressources sur l'orientation tout au long de la vie et sur la mobilité en Europe. Et le Centre d'information Euroguidance, on accompagne les usagers dans tout ce qui est projet de mobilité à l'étranger. Nous recevons en entretien au Centre d'information international. On peut faire des entretiens en visioconférence ou par téléphone. On fait aussi des ateliers pour les lycéens pendant l'année qui veulent préparer une mobilité pour déjà leur donner des pistes de réflexion. On organise des visioconférences, on vous donnera notre planning pour la fin de l'année. On participe également à des salons, donc voilà. Si vous avez des questions pendant ce webinaire, cette visio, n'hésitez pas à les poser dans le chat et on y répondra au fur et à mesure. Donc, la présentation, elle va se passer en plusieurs temps. On va vous présenter un aperçu de l'Allemagne sur tout ce qui est économie, éducation, etc. Quels sont les programmes pour partir en Allemagne? Comment on peut faire? Ensuite, Julien Robichon vous présentera l'OFAGE, les différentes voies de formation en Allemagne et les ressources disponibles. Je vais reprendre avec vous donc le début de la présentation de l'Allemagne. Donc l'Allemagne, petite notion géographique et démographique, donc c'est le pays le plus peuplé d'Europe, avec 82,7 millions d'habitants. Ça a été revu un tout petit peu à la baisse, hein. En Allemagne, on pensait être arrivé à 84 millions, mais on est bien du coup à un petit peu moins. Petite particularité, donc surtout par rapport à la France par exemple, c'est que c'est organisé vraiment en régions, donc sur des lenders qui ont vraiment une autonomie importante, et notamment dans le domaine de l'éducation. C'est pas que l'éducation, mais particulièrement sur cette thématique qui nous intéresse aujourd'hui, avec par exemple des équivalents de baccalauréat qui peuvent être différents d'une région à l'autre, hein, chose que nous, on ne connaît pas vraiment en France, puisque c'est vraiment centralisé. Et on le verra tout à l'heure, et là Julien nous en parlera également, que même dans l'enseignement supérieur, on peut avoir également des prérogatives justement propres à chaque région, et avec du coup des petites différences voilà, régionales et des inscriptions, par exemple, qui ne vont pas se passer pareil d'une région à l'autre. Il faut noter également que, vous le voyez un petit peu déjà, on le devine sur la carte, l'Allemagne est vraiment au cœur de l'Europe, avec des pays frontaliers qui sont assez nombreux. Là, on voit l'Autriche, la France, la République tchèque, mais on a aussi, bien sûr, les Pays-Bas, le Danemark, la Belgique, par exemple, la Hongrie. Donc là, vraiment, on a vraiment une Allemagne qui va vraiment être au cœur de l'Europe, et c'est ce qui fait également toute cette diversité. Un petit point par rapport à l'économie. Donc, il y a une économie forte, hein. On dit fréquemment que l'Allemagne, c'est vraiment, avec la France, mais surtout l'Allemagne, le moteur de l'Europe, avec un taux de chômage qui est plutôt faible. Là, on est actuellement à 6%, hein. Alors, il a tendance à être un petit peu en hausse, hein. Il n'échappe pas un petit peu aux difficultés actuelles. Mais globalement, c'est une économie qui tient bien la route avec de grandes marques. On a tous en tête forcément l'automobile, hein, avec BMW, Audi, Volkswagen, Opel et autres. Mais comme vous pouvez le voir sur les différents logos, on a également différentes grandes marques qui viennent d'Allemagne. Alors, comme dans beaucoup de pays en Europe, et peut-être encore plus l'Allemagne, qui a une population, une démographie, on va dire, qui est un petit peu vieillissante, on va avoir des métiers qui vont être en pénurie. Donc là, on a cité un petit peu c'est là où les secteurs qui vont être en demande, notamment dans les emplois verts.
mais également dans le domaine médical, hein, au niveau des infirmiers, des médecins, et puis bien sûr, comme dans beaucoup d'autres pays, tout ce qui va concerner le domaine des sciences, que ce soit des ingénieurs, des informaticiens, différents types de scientifiques, et également des métiers plutôt liés à l'artisanat aussi, aussi au métier du transport, et puis d'autres domaines qui demandent parfois moins de qualification, comme dans la restauration par exemple, ou du service par exemple, mais aussi dans les domaines de l'éducation, donc dans les différents domaines à l'école. Avant d'aller plus loin, on va commencer à présenter déjà un petit peu peut-être nos jeunes ambassadeurs donc, ont bien voulu venir aujourd'hui. Et on va commencer par Lilou. Hein, si vous voulez bien, Lilou, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu, dire un peu où vous en êtes dans votre parcours scolaire? Bonjour à tous. Moi, je suis donc Lilou Jean. Je suis en première actuellement scolarisée à Nantes et c'est ma première année en tant que jeune ambassadrice donc de l'Office franco-allemand de la jeunesse. Euh, c'est mon premier mandat en tant que représentation régionale. Donc, je représente la région des Pays de la Loire puisque mon rôle est donc de présenter et de promouvoir le franco-allemand dans toute la région Pays de la Loire. Moi, je suis passionnée euh, depuis toute petite des relations internationales et du franco-allemand. J'ai toujours été habitée par un désir de volontariat et de venir en aide aux autres. J'ai d'abord été engagée comme jeune ambassadrice UNICEF, et puis après, le franco-allemand, en fait, m'a paru évident. Donc, j'ai un esprit assez cosmopolite, donc avec deux échanges avec l'Allemagne. Le premier en 2023 avec un échange à Düsseldorf pendant une semaine et un second l'année suivante, pardon, avec un échange à Blaubeuren. Donc j'ai vraiment une envie donc de transmettre le franco-allemand et la langue allemande à tous. Donc j'espère vous donner envie également les lycéens. Et il n'y a pas d'âge en fait pour s'engager dans le franco-allemand. Bien sûr, Lilou, merci voilà, pour votre enthousiasme par rapport à cette thématique du franco-allemand. Donc, on va déjà, on va dire seulement, entre guillemets, en première, et vous avez déjà fait deux voyages en Allemagne. Peut-être juste en un ou deux mots, qu'est-ce que vous retenez de la culture allemande et qu'est-ce qui vous intéresse dans la culture allemande? Euh, Moi, la culture allemande, c'est en fait assez ouvert et on est vraiment en interculturalité parce que dans l'Allemagne, on a beaucoup de cultures qui se mélangent de différents landes. On voit très bien par mes expériences à Düsseldorf, qui est plutôt au nord-ouest de l'Allemagne, dans la région de la Rhénanie, et à Blaubeuren, qui est à côté à peu près de Munich, que les cultures en fait sont très différentes de par normalement leur système d'éducation. Après, les écoles, en fait, ont un système propre à chacun. Il n'y a pas comme chez nous cette idée de privé ou public. Et ce que je retiendrai également, c'est un accueil qui est assez impressionnant de la part des Allemands, qui, de par leur histoire, ont vraiment un sens de l'accueil et de la bienveillance assez, assez important. D'accord. Merci Lilou. On reviendra un peu plus longuement tout à l'heure sur la présentation de l'OPAGE, à voir un petit peu ce que c'est que l'OPAGE et voilà, les services que ça peut proposer. Alors, donc, l'Allemagne, si on continue sur la présentation, en tout cas avec l'angle qui nous est propre, on est un petit peu moins de 3 millions d'étudiants. Hein, c'est globalement le même chiffre que l'on peut avoir en France, hein, avec environ 400 000 étudiants internationaux. C'est un chiffre qui est en évolution. Comme beaucoup de pays après la Covid, bah, il y a eu une chute hein, des étudiants internationaux, puisque forcément les mobilités étaient plus difficiles. Mais là, on le voit depuis un ou deux ans avec une réelle hausse. Et là, donc, on attend pour cette année, donc les chiffres ne sont pas encore officiels pour 2024-2025, mais plus de 400 000 étudiants internationaux. Donc là, peut-être simplement pour commencer à présenter, à rentrer dans le cœur du sujet par rapport à l'Allemagne, et là je laisserai bien sûr Julien compléter tout à l'heure avec son diaporama, mais voilà un petit peu dans le supérieur, donc pour les étudiants qui iraient étudier en Allemagne, les différents types d'établissements que l'on peut avoir. On va avoir d'un côté des universités,
plus axé sur l'enseignement général et axé sur la recherche. On va avoir des universités des sciences appliquées, qui, comme son nom l'indique, va être plus appliquées, mais ça va être dans différents domaines. Hein. Ça peut être dans le domaine scientifique, mais également du tourisme, de l'économie, des soins, par exemple, donc avec un accès un peu plus pratique. On a des écoles qui vont proposer de l'apprentissage également dans le supérieur. Ça, c'est quelque chose aussi qui est vraiment très important chez les Allemands. Voilà, l'apprentissage a une part non négligeable. Ils ont également des écoles, des beaux-arts et des écoles de musique, hein, pour ceux qui auraient une âme et une fibre un petit peu artistique. Et puis également des écoles pédagogiques qui vont à terme former les enseignants. Donc là, Julien présentera ça beaucoup plus en détail tout à l'heure. Donc, il y a plusieurs façons de partir étudier en Allemagne. Soit on s'inscrit directement dans un cursus. Donc là, Julien Robichon vous présentera les critères. Mais voilà, ça, il vous appartient de choisir votre établissement, bon, de vérifier la reconnaissance des diplômes, mais avec l'Allemagne, vu que c'est en Europe, ça se passe plutôt bien. De voir le coût aussi des études. Enfin voilà, tous ces critères-là, ce sera à vous de vous en préoccuper. Ensuite, vous pouvez partir en échange. Donc là, ça veut dire que vous êtes inscrit dans une université française. Et alors ça peut être à partir de la deuxième année, mais c'est plutôt troisième et quatrième année, vous allez pouvoir candidater dans un programme d'échange. Donc, si vous êtes intéressé par l'Allemagne, avant de vous inscrire dans un établissement, il est intéressant de demander quels sont les partenariats des établissements, quels sont leurs établissements partenaires, en tout cas en Allemagne. Donc là, vous avez possibilité d'avoir des bourses. Là, ça dépend, les bourses Erasmus, oui, de votre région. Ça dépend là où vous habitez, ce qui est mis en place. Donc, et ça peut être pour une durée d'un semestre ou d'une année. Ensuite, il y a la possibilité de partir en double diplôme. Donc là, nous avons deux étudiants qui pourront en parler, ou de partir en césure. Là encore, ça veut dire que vous pouvez vous inscrire dans un établissement français et suspendre, dans le cadre de la césure, donc demander, parce que vous avez un projet, ça peut être en Allemagne ou ailleurs, à suspendre vos études pendant un semestre ou un an. Voilà, vous pouvez, il faut que ce soit validé par l'établissement dans lequel vous allez vous inscrire. Donc, on a Mathias, par exemple, si vous voulez bien commencer, dans quel cursus vous inscrivez par rapport à ces façons de partir étudier en Allemagne? Oui, merci. Alors, moi, j'ai participé à un cursus en double diplôme. Donc, c'est une facilité d'intégrer déjà un programme qui est déjà tout fait, donc un double cursus franco-allemand, entre l'université de Fribourg-en-Brisgau, donc en Allemagne, et puis Sciences Po Aix-en-Provence, dans le sud de la France. Et c'était un cursus conçu sur 5 ans, c'est-à-dire que dès la fin du lycée, une fois que j'ai eu mon bac, ma L1, ma première année d'études, elle était directement en Allemagne. Et pendant 5 ans, donc, j'ai préparé tout d'abord une licence en bachelor en Allemagne. Jusqu'à 5 ans plus tard, j'ai été diplômé d'un master de sciences politiques, même d'un double master. En fait, je suis titulaire à la fois d'un diplôme de l'université allemande et d'un autre diplôme de Sciences Po Aix-en-Provence. Donc voilà, euh, dans le domaine des sciences politiques. Très bien. Donc, on reviendra vers vous avec Julien pendant la présentation, si ça vous convient. Chloé, est-ce que vous voulez bien nous parler, vous, dans quel cursus vous vous inscrivez aussi, s'il vous plaît? Oui, bonjour, merci. Alors, moi, c'est un petit peu particulier. Je me suis inscrite directement dans un cursus parce qu'avant, j'ai fait un Abibac. Donc, c'est une section au lycée. Donc, moi, j'ai fait ça en Bretagne, à Lanester. Donc, à la fin des 3 ans, on obtient le baccalauréat français et le baccalauréat allemand qui s'appelle l'Abitur. Et grâce à mon bac allemand, donc l'Abitur, j'ai pu m'inscrire directement à l'université de Mayence en Allemagne.
Et je me suis inscrite dans un diplôme franco-allemand, un double diplôme. Euh, Maintenant, je suis en deuxième année de la double licence franco-allemande, donc entre Mayence et Dijon. Et donc, c'est 3 ans. Il y a la première année, donc ça dépend de où est-ce qu'on s'est inscrit, mais moi, je l'ai fait du coup à Mayence. Là, je suis à Dijon pendant 1 an et demi, et ensuite, les 6 derniers mois, je retournerai à Mayence. Et donc, c'est un cursus pour devenir professeur de géographie et de lettres, de français en Allemagne, euh, pour les collèges et lycées. Voilà. Et donc, en allemand, ça s'appelle Bachelor of Education, Lehramt, pour devenir professeur. Voilà. Très bien, je vous remercie pour cette présentation. On reviendra vers vous tout à l'heure. Merci. Tu veux ajouter quelque chose, Yvan? Je t'entends pas. Merci. Donc, on va maintenant rentrer vraiment dans le vif du sujet. Et puis, donc, on va laisser Julien partager son écran. Donc, si tu veux bien montrer ta présentation. Oui, tout à fait. Alors, je vais partager mon écran et tu me dis si ça marche. Pom, pom, freigeben. Voilà. Normalement, ça devrait être bon, je pense. Oui. Tu me confirmes, Yvan? Oui, oui, on voit bien. Et là, c'est encore mieux. On est vraiment en plein écran. Ok, parfait. Bah, merci beaucoup, Yvan, et puis merci à toutes et à tous pour ces belle présentation. Je suis vraiment curieux d'échanger avec vous. Donc, moi, j'ai eu le plaisir de rencontrer Yvan et Nelly dans le cadre de nos coopérations franco-allemandes, dans le cadre de Euroguidance. Je suis conseiller d'orientation, Berufs- und Studienberater, on appelle ça en allemand, en Sarre. Donc, Yvan, il a présenté une carte de l'Allemagne à l'instant avec les différents Bundesländer. Parmi ces 16 Bundesländer, la Sarre, c'est le plus petit Bundesland, mais très proche de la France. Donc, plus à côté de la région Grand Est, très proche du Luxembourg aussi. Et donc, de cet aspect géographique, on a un fort lien avec la France aussi. On a beaucoup d'échanges, beaucoup de demandes aussi des frontaliers, donc qui sont ici dans la région. Et donc, voilà 5 ans qu'on travaille ensemble, je crois, Yvan, avec le Salon de Paris, et pour informer un peu voilà, pour vous donner des informations sur les études supérieures en Allemagne et de comment partir en Allemagne. Alors, dans mon diapo, effectivement, j'ai pris des photos d'autres villes qui sont un peu moins connues que ce qu'on voit peut-être d'habitude. Souvent, on voit Berlin, Hambourg, Cologne. Moi, j'ai décidé de vous montrer un peu des photos de Saarbrücken, où je travaille, effectivement, donc à l'Agence Pôle emploi de la Sarre, Saarbrücken, et où je suis conseiller d'orientation pour le lycée franco-allemand de Saarbrück, par exemple, donc où je suis toutes les semaines, donc où on fait un happy back, et je crois que Chloé, elle a fait un happy back justement avant d'entamer les études en Allemagne. Et le Ludwigsgymnasium, qui est un lycée purement allemand. Et puis aussi Universität des Saarlandes et Hochschule für Technik und Wirtschaft. Donc, ce sont deux établissements de formation supérieure ici en Sarre. Et effectivement, Yvan, il l'a dit, l'éducation, c'est l'affaire des Länder. Et quand Chloé, elle a parlé de son Bachelor of Education, qui est donc un diplôme en Rhénanie-Palatinat, justement à Mayence, qu'elle fait les études. En Sarre, par exemple, ça n'existe pas. Il n'y a pas le Bachelor of Education. On a encore le Staatsexamen. Donc, on voit un peu que différents cursus, enfin, ou des cursus qui mènent vers un métier, comme par exemple être enseignant, d'un land à un autre, ça peut être différent. Donc, mon idée, c'est plutôt de vous donner des grandes idées, les grandes lignes un petit peu pour partir en Allemagne en mobilité. Et puis après, les questions en détail, effectivement, ça peut, parfois, il faut aller creuser un peu plus loin quand on sait dans quelle land on veut aller. Euh, voilà, donc nous, au niveau de la Agentur für Arbeit Saarland, on, voilà, on a plein d'informations aussi. Donc, ce slide qui vous sera mis à disposition. Donc, l'idée, c'est de vous donner beaucoup de liens, d'informations, des outils pour poursuivre les recherches, pour trouver les infos.
Donc, dans ce que je souhaitais vous présenter, c'était un peu dans l'idée aussi de se dire, OK, partir en Allemagne, pour quelle durée, par exemple? Je trouve que la durée de partir à l'étranger, c'est toujours un aspect qui est important. Est-ce qu'on part pour une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines? C'est peut-être une première mobilité. Donc, dans un premier temps, peut-être partir une semaine pendant les vacances pour, par exemple, dans le cas d'un programme, d'un séjour linguistique, pour avoir un premier contact. Et je me rappellerai toujours d'une jeune que j'ai rencontrée au salon à Paris en 2023, qui est venue me voir et qui m'a dit, Monsieur, l'année dernière, j'étais chez vous au salon déjà, vous m'aviez parlé de l'OFAGE, des séjours linguistiques. Eh ben, l'année dernière, je suis parti à Berlin pour faire un premier séjour pendant une semaine et maintenant, je suis très motivé et puis voilà, je vais partir sur d'autres programmes. Donc, je crois qu'une mobilité courte, justement, c'est pour amorcer la mobilité, pour commencer la mobilité, c'est très, très bien. Et c'est pour ça que je voulais vous présenter un peu différentes possibilités de type mobilité courte, moyenne, longue. Donc longue, c'est je crois plutôt ce qu'ont fait Mathias, Chloé aussi, dans le cas de partir dans des cursus franco-allemands ou des cursus en Allemagne. Et donc, par rapport au programme, justement, peut-être pas aborder tout en détail, mais vous donner quelques grandes lignes sur les possibilités de séjour linguistique, donc des stages en entreprise, cette année de césure que je considère aussi comme une mobilité longue parce qu'il s'agit de plutôt 10 à 12 mois de mobilité. La formation professionnelle, très importante en Allemagne, la duale Ausbildung, je vais en parler un petit peu. Les études en alternance qui prennent leur essor. Donc là, on a vraiment une grande évolution de tout ce qu'on appelle le dual Studium, les études en alternance, justement ce mélange de formation théorique et formation pratique aussi. Donc une grande évolution. Et puis bien sûr les parcours classiques, le Studium, les études. Voilà. Donc ça, c'est un peu pour le programme. Et je commencerai donc sur plutôt les aspects mobilité courte et les différents programmes. Et l'institution incontournable dans le franco-allemand pour ce type de mobilité, séjour linguistique, stage en entreprise, c'est absolument l'OFAGE. Donc l'Office franco-allemand pour la jeunesse, qui a de très très nombreux programmes de mobilité qui existent depuis 1963, faut s'imaginer, donc vraiment une institution franco-allemande qui existe depuis des décennies et qui promeut, qui facilite la mobilité entre la France et l'Allemagne pour tous les âges finalement. Donc là, bien sûr, je vais plutôt me concentrer sur les possibilités pour les jeunes, donc tout ce qui est séjour linguistique ou les stages, à nommer par exemple. Euh, voilà, j'ai regardé ce matin un petit peu. Je me suis dit tiens, pour ce soir, pour cette conférence, qu'est-ce qu'ils ont en programme actuellement, l'Office franco-allemand pour la jeunesse, et je suis tombé sur un cours binational en tandem qui s'adresse à des jeunes qui ont entre 12 et 17 ans et qui est donc l'apprentissage de la langue selon la méthode tandem. C'est vraiment basé sur la rencontre, sur l'échange direct. On rencontre des jeunes Allemands qui parlent pas forcément le français, et puis on apprend la langue selon la méthode tandem. On alterne en rôle d'apprenant, on apprend l'allemand et aussi le rôle d'enseignant. Donc on apprend le français à son tandem. Et ça, c'est un échange. Et je me suis dit, waouh, si j'avais 17 ans, je participerais tout de suite. Des échanges qui ont lieu donc à Marseille et à Berlin. Donc, une partie se déroule à Marseille, une partie se déroule à Berlin. Et donc, voilà, vraiment un programme magnifique et qui est donc subventionné par l'OFAGE. Il y a des frais de participation. Je crois que dans ce cadre-là, c'est pour les 12 jours avec l'hébergement, avec les frais de transport, une participation qui tourne autour de 600 euros, il me semble. Donc, il y a une petite participation financière, mais comme une grande subvention aussi parce que voilà, c'est soutenu par l'OFAGE. Juste pour vous nommer un programme qui m'a beaucoup plu ce matin quand j'ai vu ça. Euh, L'OFAGE, en général, a vraiment des programmes qui s'adressent à tout type de personnes. Donc, quand vous faites des recherches sur le site de l'OFAGE, adolescents et enfants et jeunes adultes, et que vous choisissez votre besoin, donc apprendre et se former ou apprendre une langue, vous trouvez de très nombreux programmes de l'OFAGE qui vous proposent des possibilités de mobilité courte, donc une semaine, 2 semaines, voire un peu plus et avec les dates aussi, où vous pouvez choisir à quel moment vous souhaitez partir. Euh,
peut-être sur ce point-là, j'imagine euh, que Lilou, qui est ambassadrice de l'OFAGE, je pense que tout ça, ça te parle, non? Ce sont est-ce qu'il y a un programme que tu penses qui serait bien à mettre en avant et notamment à présenter de l'OFAGE? Eh bien, pour tout ce qui est scolaire, donc il y a le programme qu'on peut citer Brigitte Sauzet. Donc, c'est pour les Mhm. élèves de la quatrième et la première. Donc, c'est un programme de 6 mois, 3 mois en France, 3 mois en Allemagne, pour découvrir le pays et là aussi approfondir l'allemand. Et pour un peu plus grand, il y a le programme Voltaire pour les élèves de troisième et de la seconde, sur un programme, lui, d'1 an. Donc, 6 mois en Allemagne, 6 mois en France. On est vraiment sur le principe euh, d'échange. Donc, il n'y a pas de frais à part le voyage. Ça peut être très intéressant. Et après, pour ce qui est un peu plus grand, on a tout ce qui est le BAFA Yulieka. Je sais qu'en tout cas, dans nos âges, il y en a beaucoup qui pensent passer le BAFA. Le BAFA Yulieka, donc c'est le BAFA français et son équivalent allemand. Ça peut être aussi une très bonne idée pour les jeunes, pour améliorer sa carte de visite. Merci, Peut-être Lilou. on peut peut-être demander à Chloé et Mathias ce qui les a motivés pour devenir genre ambassadeur de l'OPAGE. Peut-être Chloé pour commencer. Alors, oui, moi j'ai fait un séjour Brigitte Sauzet dans le cadre de ma section Abibac, donc pour obtenir mon double diplôme. C'était obligatoire, mais bon, on s'inscrivait dans le cursus, dans oui, le cursus en sachant qu'on allait le faire. Donc euh, bon, bah, du coup, j'ai fait 3 mois euh, et ma correspondante est devenue vraiment une amie. Elle est venue après chez moi. Il y a eu des hauts, des bas, mais dans l'ensemble, j'en garde un très bon souvenir et c'est ça qui m'a motivée à devenir jeune ambassadrice après. Voilà. Merci. Mathias? Oui, alors c'est vrai que je me suis pas tellement présenté, mais j'ai un peu l'impression qu'il y a une constante dans tous les jeunes qui s'engagent pour le franco-allemand. C'est peut-être le programme Brigitte Sauzet justement, parce que donc moi là j'ai 25 ans et la première fois que j'ai fait donc un échange en Allemagne, c'était dans le cadre d'un jumelage, c'était en 2012, donc jumelage entre Orléans, donc ma ville d'origine, et Münster. Et ça m'a préparé en fait à un échange Brigitte Sauzet que j'ai fait donc quand j'étais en classe de quatrième. Et donc après au collège, bah voilà, quand j'étais en troisième, j'avais un meilleur niveau en allemand que les autres élèves. Et puis on m'a parlé de la classe Abibac qu'il y avait dans mon lycée de secteur. Donc j'ai candidaté et puis j'ai donc fait également un Abibac. Et j'ai donc refait de nouveau un échange Brigitte Sauzet parce que c'était aussi dans le cadre de ce parcours Aviba qu'on devait faire de nouveau un échange. Donc voilà, j'ai deux échanges Brigitte Sauzet à mon actif. Mais je pense que c'est important de dire que c'est pas non plus l'étape obligatoire. Et de même, on n'est pas obligé d'être baigné dans le franco-allemand, dans la culture franco-allemande pour un jour se dire qu'on a envie d'aller en Allemagne. Je veux dire, bah voilà, moi je viens d'Orléans, donc vraiment le centre de la France. Je suis pas né en Alsace ou proche de la frontière avec la Sarre, par exemple. Et pourtant, ça n'empêche pas les jeunes qui sont curieux de pouvoir voyager dans le pays, échanger avec un correspondant et donc se développer son petit parcours et son identité interculturelle franco-allemande. Moi, ça m'a permis ensuite donc de faire ces études en double cursus franco-allemand et aujourd'hui donc maintenant je travaille, ça fait 2 ans et demi que je suis sur le marché de l'emploi. J'ai cette interculturalité franco-allemande, j'ai ce diplôme allemand, j'ai ce diplôme français et en fait je travaille aujourd'hui dans les coopérations franco-allemandes entre villes situées proches des frontières et sans ces petits échanges que j'ai faits alors que j'étais au collège, sans avoir la curiosité, bah, j'en serais peut-être pas là aujourd'hui avec ce parcours franco-allemand. Donc voilà, moi je vous invite vraiment à être curieux. Je pense que c'est la première étape et il n'y a pas de prérequis. C'est pas parce qu'on vient
de Corse, de l'île de la Réunion ou du centre-centre de la France qu'on peut pas avoir un parcours franco-allemand. Merci Mathias. Preuve à l'appui, excusez-moi, mais je viens de Bretagne. Voilà. Mm. Mm. Donc effectivement, on voit, hein, puis là Julien pourra vraiment témoigner, le transfrontalier, c'est quelque chose d'important entre la France et l'Allemagne. Mais Mm. et voilà, vous faites bien de dire aussi que c'est ouvert à tout lycéen et étudiant en France. Lilou, c'est pareil, hein, vous êtes sur Nantes, donc vous n'êtes pas collé à l'Allemagne. Mm. Et Mm. pourtant, vous avez cet appétit pour y aller. Et ce que je retiens aussi, Mathias, c'est que il y a un côté aussi investissement, curiosité qu'il faut avoir et voilà, il faut avoir un certain niveau minimum d'engagement pour que ça puisse fonctionner quand même. Voilà. Merci à vous. Julien, tu peux du coup continuer? Tu veux bien? Ok, je continue. Donc, on a parlé un peu de quelques... Voilà, on a entendu le programme SOSE, programme Voltaire. Les cours de langue, je pense que dans une durée un peu plus longue, c'est aussi les possibilités, donc dans le cadre de l'OFAGE, toujours le volontariat franco-allemand. Donc, Yvan, tu en avais parlé tout au début, hein. Le service civique en Allemagne, on parle beaucoup de Gap Year, Freiwilliges Jahr, Überbrückungsjahr. Je pense que voilà, c'est une année de césure et dans le cadre de cela, c'est le volontariat franco-allemand sur une durée de 10 à 12 mois, qui est, je pense, très, très intéressant. Et donc, dans l'idée, un volontariat, que ce soit depuis la France vers l'Allemagne ou de l'Allemagne vers la France, c'est toujours, au départ, déjà trouver, identifier une structure d'accueil dans son pays qui ensuite va, en coopération avec une structure dans le pays partenaire, vous envoyer en quelque sorte, c'est un peu comme on est expatrié, en Allemagne. Et donc, l'OFAGE propose aussi ce programme-là dans le cadre, donc avec des possibilités dans les domaines tels que le domaine scolaire, l'enseignement supérieur. Donc, dans le domaine scolaire, c'est travailler à la maternelle, au lycée. Dans l'enseignement supérieur, dans l'équivalent du Crous en Allemagne, c'est les Studierendenwerke, par exemple, qui ont un rôle très important dans le cadre de la vie étudiante en Allemagne. Dans l'associatif, bien sûr, dans les collectivités territoriales, les Gemeindeverwaltung aussi, par exemple dans le cadre de partenariats de villes de jumelage, ou encore directement à l'OFA. Je crois que sur ce coup-là, peut-être Mathias et Chloé aussi peuvent plus parler un peu de ces possibilités de volontariat. Donc, je vous laisse peut-être intervenir sur ce sujet-là. Mathias, Chloé ou même Lilou. Je veux bien commencer, mais alors moi j'ai pas l'expérience du volontariat Hmm. franco-allemand. Mais oui, effectivement, donc c'est une expérience longue qui peut être très intéressante quand bah, justement peut-être qu'on se pose des questions sur son orientation après le bac et qu'on n'a pas forcément d'idée. Là, c'est vraiment un programme qui est fait pour un engagement associatif un petit peu à l'image du service civique qu'on peut faire uniquement en France. Là, on a cette dimension donc d'échange avec le pays voisin et c'est une très très bonne alternative si on veut un petit peu européaniser son envie de faire un service civique par exemple. Voilà, moi je le vois comme ça en tout cas, mais je laisse Hmm. peut-être les autres jeunes ambassadrices compléter. Alors, si je peux ajouter, donc, je sais qu'il existe vraiment plein de domaines possibles. Euh, Moi, du coup, il y a 2 ans, j'avais déjà regardé un petit peu pour faire un volontariat franco-allemand. J'en ai jamais fait, mais j'avais regardé à l'époque, il existait des volontariats franco-allemands écologiques. Voilà, il y a probablement d'autres domaines encore plus variés. Et moi, j'en ai pas fait, mais je sais que beaucoup d'Allemands, donc des amis que je connaisse, qui en ont fait, parce qu'en Allemagne, beaucoup de gens font un service civique. Euh, et ça leur a tous apporté quelque chose en plus. On en sort plus mature, je crois. Euh, et puis quand on va dans le pays partenaire pendant un mois, un an, pardon, évidemment, notre niveau en allemand s'améliore grandement. Voilà. Et peut-être pour compléter
Aussi, il y a en fait on n'est pas lâché dans la nature, puisque en fait tout le long il y a des séminaires proposés et qui sont financés par l'OFAGE. Je ne sais plus exactement combien il y en a, mais il me semble qu'il y a un minimum trois. Et il y a un soutien financier réel quand même, même si ça reste du volontariat, puisqu'il y a une indemnité mensuelle pour l'hébergement Mhm. et une prise intégrale, donc des forfaits pour tout ce qui est les forfaits kilométriques et les repas aussi qui peuvent être dedans. Et je sais qu'il y a des structures qui accompagnent vraiment dans la recherche du logement pour les volontariats franco-allemands. Donc, si je peux juste compléter, en fait, il existe également un volontariat européen, hein, c'est le volontariat du Corps européen de solidarité, Enfin, qui est possible pour tous les pays européens, mais à savoir que c'est des fois un peu difficile de trouver une association d'accueil, alors que là, avec l'Allemagne, vous avez vraiment une opportunité d'avoir vraiment beaucoup d'offres, et donc c'est quand un jeune est vraiment motivé pour le faire, je dirais quasiment à coup sûr, il pourra trouver quelque chose. Donc c'est vraiment intéressant. Maintenant, il faut avoir envie de partir voilà, pendant toute une année, que ce soit juste après le bac ou un peu plus tard. C'est pas forcément non plus tout de suite après le bac. Alors, je profite juste d'avoir la parole pour également accueillir Viviane, qui est étudiante allemande actuellement à Berlin, donc qui nous a rejoint. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, Viviane? Voilà, donc pour allumer votre caméra et votre Oui, micro. oui, je crois que mon caméra, ça marche pas vraiment. D'accord. Euh, On vous entend. su- Super, je vais l'essayer plus tard de nouveau. Donc moi, je suis Viviane, je suis aussi jeune ambassadiste de l'OFAGE, mais pour la région Berlin, comme je fais maintenant là-bas mes études de médecine. Et je suis, dans mon cadre, dans mon cas, c'est un peu l'inverse comme les autres parce que je suis passionnée de la France. Comme je suis grandie à Fribourg, donc pas loin de la frontière française. Et j'ai fait l'année dernière un VFA, un volontariat écologique franco-allemand qui m'a motivée d'avoir maintenant ce mandat comme jeune ambassadrice pour l'OFAGE. Et peut-être j'ai plus tard un peu du temps pour vous parler de la vie des étudiantes en Allemagne et comment on peut peut-être trouver un logement ou euh, créer sa vie sociale. D'accord. Merci Viviane. Oui, on a prévu, hein, et vous aurez toute l'occasion, donc surtout Mathias, Chloé et Viviane, donc, plutôt en fin de séance, de présenter vraiment la vie étudiante, hein, toutes les questions importantes pour un jeune étudiant concernant le logement, le travail, la vie sociale, etc. Donc, merci beaucoup d'être présente, Viviane, et puis on vous redonnera la parole un petit peu plus tard. On va avancer donc maintenant, Julien, si on peut repasser du coup sur les études, peut-être. Ouais, très bien. Sur les études, donc effectivement, je me permets de sauter un tout petit peu les prochains slides parce qu'il y a d'autres programmes de l'OFAGE, comme par exemple Praxis aussi, c'est plutôt pour partir en entreprise. Je vous ai mis un lien aussi, école entreprise, qui est j'ai suivi un peu l'évolution. Ça fait peut-être une dizaine d'années que ça a été créé, cette plateforme pour trouver aussi des offres très concrètes dans le cadre du monde de l'entreprise aussi. Pour partir en stage, par exemple, même des élèves qui sont en formation française dans le cadre d'un BTS ou même d'un bac pro, quand il faut faire des PFMP ou des stages en entreprise pour une durée de 4 semaines, 6 semaines, 8 semaines. Il y a toujours cette question aussi qui se pose, comment trouver une entreprise? Je crois que cette plateforme école entreprise, elle peut permettre à identifier aussi des opportunités de stage et bien sûr d'autres ressources aussi que je vous présenterai encore. Euh, pour parler des études, je me permettrai peut-être quand même tout juste, Yvan, de parler un tout petit peu de l'apprentissage parce que je crois que c'est important pour comprendre le système. Ouais. C'est Voilà, une toute petite. tout à fait. Pour moi, l'apprentissage fait aussi partie des études. Ouais, ouais. Parce que effectivement, dans le cadre de la formation de ce qu'on peut faire en Allemagne, faut savoir que la duale Ausbildung, donc cette formation en alternance, elle est quand même très 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 présente. On va dire que c'est pour les jeunes Allemands comme pour les jeunes Français ou les jeunes en général.
dans une perspective d'acquérir des compétences professionnelles, une voie qui est très développée en Allemagne. On a effectivement de très nombreuses entreprises qui participent à l'apprentissage et qui est possible donc dans près de 350 métiers environ. Ouais. Et donc, c'est ce qu'on appelle la formation professionnelle en alternance, qui n'est pas toujours évident à caler dans un cadre français. Est-ce que c'est du post-bac? Est-ce que c'est du infra-bac? Donc, difficile d'expliquer ça, puisque les entreprises recrutent pour un certain métier, comme par exemple informaticien spécialisé, comme par exemple pour vendeur automobile ou vendeur dans Einzelhandel, donc dans le commerce, ou aussi dans les services publics, peuvent recruter à des niveaux différents. Donc des jeunes qui ont 16 ans, qui ressortent après une seconde, ou avec un habit de peau, même qui se réorientent. Donc ce sont plutôt les titres professionnels, on va dire, mais c'est effectivement quelque chose qui permet un accès très direct à l'emploi, puisque dans les 2 à 3 ans de formation, on est 70% du temps dans l'entreprise, où on travaille vraiment sur la pratique, on apprend le métier dans l'entreprise. Et 30% se font à l'école professionnelle, donc dans le cadre de la Berufsschule. Euh, je vous ai mis le site internet de la Arbeitsagentur, donc de notre euh, euh, organisme. Voilà, c'est un peu le pôle emploi finalement qui fait aussi l'orientation professionnelle en Allemagne. Et on a dans la Jobsuche actuellement plus de 200 000 postes en apprentissage à pourvoir et qui sont ouverts bien sûr aussi à des candidats qui viennent d'autres pays comme la France. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pas toutes les formations en Allemagne s'apprennent par le duale Ausbildung. On a aussi ce qu'on appelle les schulische Ausbildung. C'est notamment des formations qui se font dans le domaine du social, du médico-social, de la santé. Des formations, donc je vois ici chez nous en Sarre, il y a par exemple le Universitätsklinikum Saarland, donc c'est le clinique universitaire qui propose des formations comme assistant en anesthésie, comme les soins à la personne, comme par exemple kinésiothérapeute, donc physiothérapeute en allemand, et en France ce sont des études bac plus 4 plus 5 il me semble. En Allemagne, c'est une formation professionnelle, effectivement, qui dure 3 ans, avec des possibilités d'acquérir aussi une, un diplôme supérieur. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est très dominant, effectivement, d'où à la Ausbildung, schulische Ausbildung, l'accès directement au métier. En passant par la formation professionnelle, et c'est que il y a quelques années seulement qu'il y a eu effectivement plus d'étudiants que de jeunes en apprentissage. Donc c'est quelque chose, quand on compare aussi en nombre de jeunes qui fait quoi en Allemagne, on a quand même de très nombreux apprentis aussi. Mais il y a une tendance aussi à ce que la formation professionnelle, avec l'évolution technologique, avec les quand même des demandes qui sont voilà, qui sont un peu plus nombreuses en ce qui s'agit des compétences, à acquérir aussi une certaine académisation de certains métiers, et puis de la duale Ausbildung, c'est beaucoup développé le dual Studium aussi, donc qui sont des études en alternance. Donc là aussi, on trouve de plus en plus de possibilités. Euh, voilà, ça c'est juste le petit excours sur tout ce qui est formation professionnelle en alternance en Allemagne. C'est vrai que dans certaines régions, comme enfin les régions transfrontalières, on a aussi ce qu'on appelle l'apprentissage transfrontalier. On a cet exemple Sarre-Lorraine, il existe l'exemple aussi Alsace-Bade-Wurtemberg, où on peut faire sa partie théorique dans un pays, la partie pratique dans l'autre pays. Donc vraiment un apprentissage transfrontalier. Ça, c'est possible pour les apprentissages niveau CAP, Bac Pro, les BTS, les licences en alternance aussi, les masters en alternance. Donc, ceux qui souhaitent apprendre des métiers plus avec le côté pratique, l'alternance est une très belle voie, très développée en Allemagne, et dans le transfrontalier, avec des établissements de formation français aussi. Voilà, sur l'apprentissage. Et puis, avant de parler des études supérieures en Allemagne. Donc là, on a eu quelques exemples très concrets avec des cursus franco-allemands de Mathias, Chloé. Donc j'ai réfléchi, qu'est-ce que je vous donne comme info aujourd'hui? Et là,
j'ai décidé de vous présenter ces 4 sites qui sont pour moi les incontournables quand on veut se renseigner sur les études en Allemagne. À nommer dans un premier temps effectivement le DAAD, qui est le Deutsche Akademischer Austauschdienst, donc l'Office allemand d'échange universitaire, qui propose de très nombreuses informations sur comment ça fonctionne, le système de formation supérieure, comment trouver des bourses, quel est l'accès aux études. Donc, bien sûr, je vous ai préparé 2 slides aussi là-dessus, mais c'est vraiment ceux qui souhaitent vraiment approfondir les recherches. Le DAD France, je l'ai redécouvert encore ce matin aussi. C'est vraiment des très très bonnes brochures pour tout ce qui est compréhension, information sur les études en Allemagne. Le site hochschulkompass.de. C'est vrai qu'en Allemagne, comme on n'a pas cette centralisation comme Parcoursup, par exemple, quand il s'agit de faire un choix après le bac, parce qu'on a un système fédéral et que l'accès aux universités, aux différentes Fachhochschulen, il se fait de manière un peu différente. Souvent, il faut effectivement candidater directement auprès de l'université. Parfois, on a des plateformes centralisées pour certains cursus. Le site hochschulkompass.de, c'est un site qui recense toute l'offre en formation. Donc, je crois que là, les élèves qui sont en terminale, ils sont aussi dans cette phase d'orientation, donc pour identifier des cursus. Bah, hochschulkompass.de, c'est un peu ça. Je crois que j'ai un slide là-dessus. Voilà, c'est le Hochschulkompass où vous avez actuellement 22 200 cursus qui sont identifiables dans toute cette offre de formation d'études en Allemagne qu'on peut choisir selon critères. Donc, par rapport à des domaines de formation, comme par exemple la médecine, on peut choisir que les licences. Les cursus franco-allemands dont ont témoigné Mathias et Chloé également, ils sont identifiables sur ce site-là. Euh, Parce que effectivement, il faut, je crois, comparer à la France, avoir un peu une approche différente dans ce qui s'agit à l'accès aux études en Allemagne. Il faut déjà voir un petit peu quels sont les domaines qui m'intéressent, identifier des offres, aller un peu dans le concret pour ensuite identifier pour un cursus spécifique, comment on y accède finalement. Est-ce que c'est une candidature directement à l'université? Est-ce que c'est une candidature qui se fait via des plateformes un peu plus centralisées? Et c'est pour ça de trouver des infos directement sur le site du cursus, c'est toujours très important, je trouve. Le site Hochschulkompass peut voilà, vous permettre d'accéder à ces cursus. Je veux aussi vous présenter, bien sûr, le site de l'Université franco-allemande, qui je trouvais fantastique, puisque c'est vraiment une coopération depuis 25 ans, certaines coopérations même plus, 40 ans, des possibilités parmi 200 cursus de faire des doubles diplômes. Et puis, pour certains cursus aussi, vous présentez le site UniAssist, qui est une organisation qui, pour certains cursus, accompagne les candidats internationaux quand il s'agit de candidater, voilà, pour un certain cursus. Certaines universités renvoient vers UniAssist et disent, voilà, la candidature, elle se fait sur UniAssist pour obtenir une place. Voilà, donc je crois que ça, c'est à peu près les 4 sites qui devraient vous permettre, voilà, de définir votre projet. Donc, Yvan, il a montré tout à l'heure, tu avais déjà montré un slide dans ce sens-là, quels sont les établissements de formation supérieure. Alors, on a effectivement beaucoup moins d'établissements de formation supérieure en Allemagne que par rapport à la France. J'ai lu une fois, enfin, j'ai lu en France, il y a près de 6000 établissements de formation supérieure parce qu'il y a beaucoup de possibilités dans le privé, dans le public, etc. En Allemagne, on parle d'à peu près 400 établissements de formation supérieure et la majorité sont quand même des établissements sous statut public, on peut dire. Il y a quelques établissements privés qui demandent effectivement un certain budget aussi, mais la plupart des établissements sont sous statut de l'État et n'ont pas de frais à part les Semestergebühren, mais je pense que certains étudiants présents ici pourront en parler un peu tout à l'heure, certains sur le coût de la vie des étudiants en Allemagne.
Alors, on a des établissements qu'on appelle les Universitäten, qui sont, comme Yvon l'avait dit tout à l'heure, plutôt axés sur la recherche, où ont lieu certaines formations exclusivement, comme les études de médecine, les études d'enseignants. Au Bade-Württemberg, on parle plutôt de pädagogische Hochschulen. Donc là encore, on voit aussi le côté fédéral fait que d'un land à un autre, on peut les appeler un peu différemment, mais on va parler de Universitäten. On a ce qu'on appelle les Fachhochschulen, qui proposent aussi les mêmes diplômes, les bachelors, les masters, mais dans d'autres domaines qui sont plus tournés vers la pratique. Les enseignants des Fachhochschulen, les professeurs en général des Fachhochschulen, ils ont aussi une expérience dans le monde pratique, dans le monde de l'entreprise. En général, minimum 5 ans avant de devenir enseignant dans ce qu'on appelle les Fachhochschulen, qui portent parfois des noms un peu différents. Donc, Hochschule für angewandte Wissenschaften, là, on retrouve vraiment le terme, voilà, Université des sciences appliquées. Certaines Fachhochschulen présentent leur nom en anglais, University of Applied Science. On va retrouver le mot, effectivement, Universität, mais ça reste une Fachhochschule dans la compréhension allemande. Et parmi ces Fachhochschulen, on trouve aussi les Duale Hochschulen, qui sont des écoles supérieures qui proposent des alternances. Effectivement, l'alternance, le Duales Studium, des études en alternance, il y a peut-être quelques programmes de modèles, mais très, très rares au niveau des universités. Ça se fait plutôt au niveau des Fachhochschulen. Euh, Ici, par exemple, on a la HTWSA, c'est donc ici en Sarre la Fachhochschule für Technik und Wirtschaft, donc plutôt le domaine ingénieur-économie, qui propose des formations voilà, dans la gestion de management, tourisme, et qui peut autant le proposer comme un cursus voilà, classique, mais aussi comme un cursus en alternance. Au Bade-Württemberg, on a par exemple la Duale Hochschule Baden-Württemberg qui propose exclusivement les études duales. Et dans le domaine dual, les duale Hochschulen, dans les alternances, ce qui est important, c'est que l'inscription, elle se fait dans un premier temps pas au niveau de la Fachhochschulen, mais au niveau du partenaire dual, c'est-à-dire l'entreprise qui va recruter l'étudiante ou l'étudiant avant de pouvoir s'inscrire à la Fachhochschule. Donc là aussi, prévoir un temps en amont pour trouver une entreprise. C'est un peu la particularité aussi de l'alternance. Donc, on ne peut pas s'inscrire à la Duale Hochschule sans avoir un contrat en alternance. Et puis, on a les écoles des beaux-arts, ce qu'on appelle les Kunsthochschulen, écoles de musique, les Musikhochschulen, euh, qui, dans le cadre de la formation des enseignants, quand il s'agit des matières musique ou art, coopèrent aussi avec les universités. Voilà, pour donner quelques idées, quels sont les termes aussi des établissements de formation supérieure. J'ai un deuxième slide sur les diplômes les plus fréquents. Donc, effectivement, il n'y a pas, comme en France, un premier niveau d'études supérieures comme le bac plus 2. Le premier niveau se fait à un niveau bac plus 3, effectivement. Et on appelle ça le bachelor. Donc, il y a le Bachelor of Engineering dans le sciences des ingénieurs, Bachelor of Arts, plutôt tout ce qui est sciences humaines, par exemple. Bachelor of Education, on a entendu aussi de Chloé pour tout ce qui est enseignement des formateurs, formation des enseignants, pardon, et qui peuvent durer entre 3 et 4 ans, selon le cursus proposé. Puis, par la suite, un master en 1 an ou 2 ans. Donc là, on retrouve un peu le système tel que vous pouvez le connaître en France aussi. Et puis, on a certaines formations, certains diplômes qui mènent vers ce qu'on appelle le Staatsexamen, un diplôme d'État. Un peu, c'est notamment pour tout ce qui est pour les formations des enseignants. Donc, je pense, Chloé, hein, qu'au bout d'un Master of Education, il sera harmonisé avec le Staatsexamen aussi, dans ton cas concret. Euh, et puis pour la médecine aussi, ou peut-être tu veux répondre là-dessus, Chloé. Mais je pense que c'est ça, hein, Alors, je ne suis pas une experte, mais normalement, à la fin du master, je pourrais enseigner directement. Pas voilà, besoin de passer l'examen national. voilà, exactement. Et je pense que dans ton À cadre, l'époque, c'était le cas, mais plus maintenant à Mayence. c'est ça. C'est-à-dire que tout ça, ça évolue aussi, et l'obtention de ce Master of Education est donc
conforme au Staatsexamen et te permet d'accéder directement à la formation. Ce qui est l'avantage justement de faire ce type de cursus double diplômant. Voilà. Vous avez ça aussi dans la médecine, la pharmacie, donc médecine, tout ce qui est médecine, Humanmedizin, Tiermedizin, Zahnmedizin, donc vétérinaire et dentaire aussi, et aussi au niveau du droit, Rechtswissenschaften. Effectivement, il y a beaucoup de doubles diplômes aussi dans le domaine juridique, centre juridique franco-allemand, par exemple, qui propose aussi après des licences, après des bachelors, des voies qui permettent justement des possibilités d'aller soit vers un Staatsexamen ou un double diplôme ou un diplôme français. Voilà. La particularité, justement, ce sont les doubles diplômes franco-allemands. L'université franco-allemande qui propose, bah, comme on l'a entendu, diplôme allemand, diplôme français, peut-être même diplôme d'un pays tiers. Il y a certaines coopérations avec le Luxembourg, par exemple, aussi, ou d'autres pays, donc qui peuvent vous permettre d'avoir des diplômes de différents pays. Donc, c'est un peu sur les diplômes. Le site Hochschulkompass, je vous avais montré. Voilà. Alors, comment on fait pour être admis aux études en Allemagne? Donc là, Chloé, elle avait un Abi-Bac. Donc, il y a certains baccalauréats qui portent cette mention, comme le Abi-Bac, qui font preuve aussi voilà, d'un niveau de langue et qui sont reconnus en Allemagne directement comme un Abitur et qui permet l'accès direct aux études. Mais sachez que de manière générale, le baccalauréat, il est reconnu comme équivalent de l'Abitur. Ouais, c'est-à-dire que si vous n'avez pas le Abibac, vous pouvez aussi faire des études en Allemagne. Mais ça se fait en deux temps, c'est-à-dire une fois avoir le baccalauréat et puis après, c'est le niveau de langue aussi qu'on vous demande d'attester. Je vais vous en parler sur le prochain slide. Mais déjà, avec le baccalauréat, vous pouvez donc candidater en Allemagne. En, en Allemagne, en général, on n'a pas d'examen d'entrée, c'est-à-dire que il y a certaines exceptions pour tout ce qui est les disciplines artistiques, les Musikhochschulen, les Kunsthochschulen, qui voilà, demandent effectivement ils font des examens d'entrée, puisque c'est plutôt sur le talent qu'on recrute aussi. Et sinon, c'est plutôt sur le fait d'avoir le baccalauréat, donc ce qu'on appelle voilà, le diplôme qui ouvre la porte vers les études supérieures, qui est reconnu donc. Et puis là, on va retrouver euh, dans certains cursus ce qu'on appelle voilà, des critères de sélection qui sont souvent par rapport au NC, le numerus clausus. Et finalement, le NC, c'est un chiffre qui correspond à la note qu'on a obtenue au bac. Et il y a effectivement des équivalences entre système français et système allemand. Et par exemple, quand on fait des recherches sur des cursus, on peut tomber sur un cursus où on voit ohne NC, sans NC. Donc, il n'y a pas de critères de sélection. Ça veut dire en général aussi que tous ceux qui candidatent, à condition d'avoir les demandes en ce qui concerne le bac et le niveau de langue, on peut avoir une place. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a souvent plus de places que de candidats aussi. Ouais, cursus sans NC, pas de sélection. C'est le cadre, par exemple, connaît un peu plus les universités en SAR. On peut identifier ça pour chaque université. Le cadre ici pour faire des études de gestion ou de droit, par exemple. Ici à Sarrebruck, ce qui n'est pas forcément le cas à l'université à Berlin ou à Francfort. Et c'est pour ça qu'il est très important dans les recherches d'aller vraiment sur le site du cursus. Cursus sans NC, pas de sélection, on peut directement s'inscrire à l'université à condition d'avoir donc un baccalauréat et le niveau d'allemand demandé. Il y a les cursus avec un NC local. Ça veut dire que l'établissement de formation supérieure dit, OK, on a un critère de sélection avec un NC, puisque on a en général plus de demandes que de places. Ce qui est le cas ici, par exemple, pour l'architecture, avec une note qui tourne autour de, on va dire, 12 sur 20, ce qui devrait être l'équivalent à peu près de 3,0 en allemand. On aurait pu rentrer cette année, mais pas l'année dernière, parce qu'il y avait plus de demandes. Voilà. Et donc le NC local, ça traduit un peu la note. Ah bah, mieux elle est votre note au bac, plus c'est facile d'entrer dans un cursus avec un NC local.
Oui, donc et puis vous avez les cursus avec le NC au niveau national. Alors qu'est-ce que ça veut dire NC au niveau national? Ça veut dire que ce sont des cursus qui sont soumis à une sélection nationale. Et il s'agit particulièrement de quatre cursus d'études. C'est la médecine vétérinaire et dentaire et les études de pharmacie. Oui, ce sont des cursus où il faut aller sur le site central de hochschulstart.de. Donc, c'est le site qui gère les candidatures pour ces quatre cursus-là et qui ont en général une demande tellement forte qu'il faut avoir un très bon bac en général, donc plutôt qui tourne autour de 16 et plus, 1,0 en allemand, ou avoir une expérience professionnelle dans ce domaine-là déjà, pour pouvoir accéder à d'autres places. Euh, mais voilà, donc ça Peut-être c'est le cursus NC au niveau national. Excuse-moi, Julien, Yvan. on peut peut-être demander à Viviane, puisqu'elle est Oui, en médecine à Berlin, pour voir comment absolument, c'est pour elle, qu'elle nous explique un petit peu. Ah, Oui, carrément. Est-ce que vous pouvez me voir? oui, oui, Ok, super. Alors, donc en Allemagne, il y a ce site web pour Schostatt, comme vous l'avez déjà dit. Et en fait, il faut se enregistrer. C'est un peu difficile parce que en fait, il y a beaucoup des trucs qu'on doit cliquer et on a besoin de beaucoup de documents. Donc, oui, mais normalement, on a besoin d'un note comme un, alors le meilleur, 1,0, pour avoir une place, mais ça dépend un peu de l'université. En Allemagne, il y a beaucoup des villes qui ont une université où on peut étudier la médecine. Donc, je crois qu'ils sont à peu près 22 et chaque université a un système différent. Donc, il y a chaque année à peu près 30% des étudiants qui sont acceptés grâce à la note de bac, mais il y a aussi à peu près 50% des étudiants qui sont acceptés par un autre pourcentage. Et en fait, ça fonctionne d'une manière différente. Donc, ça dépend aussi de l'université. Donc, on peut, pour entrer dans cette pourcentage, on peut faire un test spécial de la médecine qui se fait 2 fois dans l'année. Euh, Avec ce test, on peut améliorer un peu sa note du bac. On a aussi son note du bac et il y a aussi la possibilité de faire un service civique pour améliorer un peu sa note. Et ça, c'est aussi une partie du pourcentage. Et avec ça, on peut aussi entrer à l'université de médecine au lieu de juste avoir une note super bien dans le bac. J'espère que c'était compréhensible. Donc, et vous c'est avez fait comment, Viviane, là, pour entrer? Vous avez fait que sur la note du bac ou vous avez fait aussi un test ou souvent service civique ou autre chose? Dans votre cas en, personnel? en fait, moi, je suis entrée avec mon bac, mais j'ai fait aussi le test parce que en Allemagne, en ce moment, euh, ça, parfois, ça suffit pas d'avoir une note 1 dans le bac pour entrer à l'université de médecine parce que c'est assez compétitif. Donc, moi, j'ai fait le test pour être sûre d'entrer, mais à la fin, je suis entrée avec ma note. Mais j'ai fait aussi une service civique et il y a beaucoup des personnes qui font la médecine maintenant avec moi à l'université à Berlin et ils ont fait aussi un service civique dans un hôpital et ils sont entrés grâce à ça à l'université. Donc, je crois qu'en Allemagne, il y a beaucoup des possibilités d'entrer et c'est un peu différent qu'en France, je crois. Oui. Et en fait, la sélection, ça passe déjà au début, mais le moment que tu es entré à l'université, c'est super. Donc, c'est vraiment difficile de sortir. Donc, oui, hmm, c'est un peu ça. hmm. Viviane, tu as parlé de ce test, hein, le TMS, c'est le Mhm. TMS test. Je vous ai mis le lien aussi dans le chat pour ce test. Oui, Donc, oui. effectivement, il a lieu 2 fois par an et 70% des places pour les études de médecine ont des Mhm. critères Mhm. où la note du bac n'est
pas le seul critère. Elle peut Mhm. toujours jouer un rôle important, mais faire le test, avoir un service civique aussi d'une durée minimum de 11 mois dans Mhm. un certain domaine, ça peut aider aussi à obtenir une place en études Mhm. de médecine. Comme Viviane, elle dit, c'est parmi les Mhm. cursus, c'est les plus compétitifs, en Mhm. fait, Mhm. sur tous les cursus en Allemagne. Oui. Et par exemple, ici à Berlin, euh, il y a beaucoup des étudiants à mon université qui viennent de l'étranger et qui font maintenant des études de médecin. Et oui, je peux bien m'imaginer que c'est difficile parce que la médecine, c'est déjà difficile de l'étudier et c'est plus difficile dans une langue étrangère, mais c'est possible. Donc, oui. Merci Viviane. Julien, je te propose qu'on continue à avancer pour qu'on puisse avoir le temps de... Absolument. Alors, je vais peut-être juste parler puisque je pense que l'admission aux études en Allemagne, deuxième aspect qui est très important, c'est le côté linguistique. Alors, il faut vraiment faire la différence entre un cursus entièrement en Allemagne ou un cursus franco-allemand, puisqu'il ne s'agit pas de la même chose, hein. C'est vraiment pas la même chose. Là, le niveau qui est requis pour faire des études intégralement en Allemagne, donc vous candidatez pour un cursus allemand germanophone qui n'a pas forcément de lien franco-allemand. C'est un niveau B2 minimum, plutôt C1. Et donc, il y a différents types de tests qui sont requis, dont il faut faire preuve avec une attestation comme quoi vous avez bien ce niveau-là. C'est le test DAF, par exemple. Ça peut être le DSH, Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang. Le TELC C1, par exemple, il y a les Goethe-Zertificats, DST, Deutsches Sprachdiplom, etc. Je vous ai mis le lien aussi qui présente un petit peu justement ces différents tests qu'on peut faire. Si vous faites Abibac comme l'a fait Chloé, effectivement, les épreuves du bac font preuve de votre accès aux études en Allemagne. Il vous suffit de présenter ce Abibac dans le cadre de la procédure de candidature. C'est reconnu comme un baccalauréat allemand. Voilà. Donc, baccalauréat, Deutsch, Sprachkenntnisse, ça, ce sont les deux domaines qui sont importants. Le DAD, j'en avais parlé, donc je vous conseille vraiment de regarder ce site qui est très très bien sur les infos. Et puis finalement, bah aussi parler de l'université franco-allemande. Je pense que c'est absolument essentiel aussi, puisqu'on a eu des témoignages sur des cursus très concrets. Mathias qui a fait un cursus intégré entre Fribourg et Aix-en-Provence dans le domaine des sciences politiques. Ou Lilou qui fait entre Dijon et Mayence. Donc, vous voyez, ce sont des villes françaises et allemandes, ce sont des coopérations universitaires, en fait, qui sont, on va dire, chapeautées, gérées par l'université franco-allemande, qui est une organisation financière moitié-moitié par la France et l'Allemagne, et qui met à disposition, autant pour les établissements, des moyens pour créer ce type de coopération. L'UFA a fêté ses 25 ans il n'y a pas très longtemps. J'ai travaillé pour l'UFA aussi, qui a son siège ici à Sarrebruck, où je travaille pendant mes études à Sarrebruck. Justement, j'étais studentische Hilfskraft là-bas. C'était un peu mon job d'étudiant, ce qui m'a permis de découvrir un peu l'interne de cette organisation très intéressante. C'est 210 établissements répartis sur la France et l'Allemagne qui ont donc des coopérations, donc des cursus intégrés, près de 200. Actuellement, près de 6000 étudiants qui sont inscrits dans un cursus franco-allemand, 1400 diplômés chaque année, donc au niveau licence, master, doctorat aussi, puisqu'il y a des collèges doctoraux aussi pour ceux qui souhaitent poursuivre après un bac plus 5, donc avec un doctorat. Et ce qui est intéressant, c'est justement aussi l'aide à la mobilité qui est incluse dans ces cursus intégrés. C'est-à-dire que au moment où vous êtes en mobilité, donc à l'étranger, en quelque sorte, vous obtenez une aide à la mobilité à hauteur de aujourd'hui 350 euros par mois. Peut-être Chloé ou Mathias, vous avez connu encore les 300 euros par mois. Ça a été augmenté il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, c'est vraiment un programme très très intéressant et moi on a entendu quelques exemples justement de Chloé et de Mathias et pour vous présenter juste à titre d'exemple un cursus pour vous montrer comment ça peut être construit ce type de cursus, je vous présente
le management du tourisme international entre la HTVESA, donc établissement allemand, et l'Université de Lorraine, qui fait ça depuis 40 ans, qui propose 7 cursus franco-allemands niveau licence et 5 cursus niveau master. Et par exemple, pour le management du tourisme international, je vous présente là un peu le déroulement type de ce cursus. Et quand j'ai entendu parler Mathias, lui aussi, il est parti directement en L1, si j'ai bien compris, en Allemagne. Il se trouve que voilà, certains cursus commencent en France, certains commencent en Allemagne, certains cursus ont une première année, les étudiants français en France, les étudiants allemands en Allemagne. Donc chaque cursus est un peu monté un peu différent. Dans cet exemple-là, les étudiants sont la première année tous en France, mais ça veut dire aussi pour les étudiants français qu'ils accueillent en quelque sorte les étudiants allemands. C'est-à-dire que les étudiants allemands viennent directement étudier avec les étudiants français en France. Et donc, ça fait déjà un échange aussi, même si vous étudiez en France, vous êtes en quelque sorte, vous accueillez le groupe allemand et vous avez directement cet échange. Puis la deuxième année, dans le cadre de ce cursus-là, on part en France, en Allemagne, pour poursuivre cette expérience en Allemagne avec ensuite une possibilité d'aller dans un autre pays, par exemple, autre pays européen, et de faire la fin de ses études, donc en haut stage et mémoire en France ou en Allemagne. Juste un exemple, peut-être Mathias et Chloé, vous voulez peut-être parler un peu de votre cursus franco-allemand, parce que Mathias, si j'ai bien compris, c'est Fribourg, Aix-en-Provence, tu avais des phases en France et en Allemagne aussi, et puis Chloé entre Dijon et Mayence, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, je me permets de commencer. Moi, le cursus, comme je disais, il était sur une durée de 5 ans, pour obtenir à la fois le bachelor, la licence et aller jusqu'au master. La première année, elle était directement en Allemagne, donc ça a fait une super immersion. Ensuite, la deuxième année, elle se déroulait à l'IEP, l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. Et la particularité, c'est que dès la troisième année, on avait 6 mois de stage à faire, aussi bien en Allemagne, enfin quand on était du versant français, que en France quand on est du versant allemand, ou même dans toute l'Europe, le monde entier. J'ai des amis qui ont fait des stages en Inde ou autre. Donc c'est une super expérience d'avoir autant de stages, de mois de stage tôt dans un cursus. C'est vraiment une grande plus-value. Donc ensuite, à la fin de ces 6 mois de stage, on retournait à Fribourg et puis les années master. La première année de master, elle était de nouveau à Fribourg et la dernière année à Aix-en-Provence, suivi du dernier stage de fin d'études. Donc c'est vrai que quand on intègre ce genre de cursus franco-allemand, faut être prêt à déménager, mais c'est une expérience qui est très enrichissante et après un déménagement, ça vous fera plus peur, je vous garantis. Je continue du coup. Alors, donc moi, comme je l'ai dit, je fais mes études entre Dijon et Mayence. Je sais que les étudiants, moi je suis un peu l'exception, on va dire, mais les étudiants allemands normalement commencent en Allemagne et les étudiants français commencent en France. Donc la première année. Ensuite, la deuxième année, on échange. Les étudiants allemands vont en France et les étudiants français vont en Allemagne. Et c'est la troisième année que tout le monde se retrouve avec 6 mois à Dijon et ensuite 6 mois à Mayence. Euh, voilà, donc c'est en 3 ans la licence, mais il y a aussi un master qui existe, franco-allemand, euh, avec certaines matières, pas toutes. Il n'y a pas géographie, par exemple, euh, comme moi je fais géographie, mais disons qu'il y a d'autres matières, donc philosophie, anglais, histoire, enfin, voilà, plein de choses différentes. Euh, et tu as parlé aussi des stages, et ça m'a fait penser à quelque chose. Moi aussi, j'ai fait un stage déjà en première année, en février 2024, pardon, donc l'année dernière, la fin de mon premier semestre. Euh,
à Mayence. Alors, je ne sais pas si les étudiants français en France, à Dijon, font aussi un stage, mais moi, je sais qu'à Mayence, j'ai pu faire un stage dans une école pendant 3 semaines. Et donc, ça m'a un peu montré la vraie vie d'un prof, même si je savais déjà à peu près ce que c'était. Mais là, j'ai fait un stage dans une école primaire pour voir un peu si c'était vraiment. Si est-ce que je voulais me tourner vers une école primaire ou plutôt l'enseignement dans le secondaire, collège ou lycée. Ça a confirmé mon choix pour le collège et le lycée. Donc voilà, très, très intéressant. Bah, merci pour ces témoignages, euh, Mathias et Chloé. Donc voilà, chaque cursus a sa particularité, je pense, dans les établissements partenaires qui définissent le déroulement. C'est mon dernier slide aussi, cette présentation de ce cursus très concret. Je reviens un peu voilà, sur celui-là pour rappeler un peu ce site internet avec un guide des formations très intéressant. Donc vous trouvez dans le domaine formation des enseignants, sciences sociales, économie, droit, tourisme, architecture, sciences de l'ingénieur, informatique, mathématiques. Il y a beaucoup de cursus et ça vaut vraiment le coup d'y jeter un coup d'œil. Voilà, pensez à ce que les cursus franco-allemands de l'UFA, côté français, ils sont tous identifiables sur Parcoursup. Et donc souvent, la candidature pour la cohorte française, puisqu'il y a un recrutement côté français, un recrutement côté allemand, bah, se fait dans les délais aussi de Parcoursup. Et en Allemagne, il y a une autre date qui est très importante pour les candidatures à l'université, c'est justement, je vous ai parlé du NC, c'est une fois qu'on a son bac, une fois qu'on a la note, et c'est le cas en début juillet, que tous les étudiants de terminale ont leur bac en main. C'est pour ça qu'on a la date clé. En Allemagne, c'est le 15 juillet pour tout ce qui est candidature. Ils ont voilà, des NC. Voilà, et puis je redonne à Yvan, peut-être. Oui, merci beaucoup Julien pour cette présentation très très riche, hein. Donc on a pu voir quand même les différents types d'études, les différents diplômes que l'on peut faire dans différents types d'universités, à la fois en cursus directement, hein, comme pourrait l'être Viviane à Berlin, mais également sur de double diplôme franco-allemand. Je crois que c'est vraiment une des réussites voilà, des accords entre la France et l'Allemagne. Il existe aussi des doubles diplômes avec d'autres pays, mais qui sont des fois un peu moins lisibles, un peu plus difficiles à trouver. Là, au moins, sur le site de l'UFA, vous pouvez facilement trouver tous ces diplômes-là qui vont être classés à la fois par domaine d'études, on a parlé de l'économie, des sciences humaines, etc., et également par niveau d'études. Hein, on va avoir des doubles diplômes sur du niveau licence et des fois que sur du niveau master. Peut-être maintenant, ce qui peut intéresser le public, et puis vous allez pouvoir également donner vos différents avis, ça va être de parler peut-être un peu plus de la vie étudiante en Allemagne, et surtout peut-être Mathias et Chloé, vous qui avez fait les deux, du coup en France et en Allemagne, bien que c'est un peu biaisé parce que vous êtes quand même dans un cursus franco-allemand, mais voir si vous pouvez cerner un petit peu quelques différences. Et pour ça, je vais simplement vous voilà, montrer. Hop, voilà, je pense que là, vous voyez le diaporama. Non, c'est pas la bonne diapo, du coup, ouais, c'est celle-là. Voilà, par rapport à la vie étudiante, on a mis quelques mots-clés comme ça, que vous voyez, que ce soit par rapport aux cours ou par rapport au coût de la vie, au logement, comment sont les campus universitaires, la vie sociale, etc. Voilà, nous dire un petit peu votre vécu. Est-ce que vous avez pu trouver un petit peu de soit d'étonnant ou de différent par rapport à la France? Et là, bien sûr, Viviane peut également participer avec son vécu en Allemagne. Qui veut bien commencer à réagir sur ces quelques mots, raconter un peu sa vie étudiante? Mathias? Oui, je peux volontiers commencer. Et Alors, moi, c'est vrai que j'ai eu l'expérience donc directement en Allemagne après le lycée. J'ai tout de suite senti ce que c'était de d'étudier donc dans une université. Donc vraiment, c'est pas une université technique, c'était une université classique allemande. Au niveau du rythme des cours.
qui est très très léger, si je puis dire. Contrairement à lorsque voilà on rentre en L1 ou en première année d'une école supérieure où en général on a un fort taux horaire. En Allemagne, c'est très différent. On a moins de cours, moins de matières, mais qu'on traite de manière beaucoup plus spécifique, beaucoup plus en profondeur. En fait, on attend de l'étudiant qu'il travaille, donc bien évidemment à côté des cours, qu'il fasse ses propres recherches, et donc ça demande une rigueur personnelle qui est plus importante qu'en France, où on va être beaucoup plus cadré. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu. Donc, au niveau du rythme de cours, il faut savoir se responsabiliser, bien que les tentations soient grandes, parce que donc la majorité des villes allemandes étudiantes sont justement très étudiantes. Et donc, il y a beaucoup de festivités, beaucoup d'offres quand on est étudiant, une vraie vie étudiante, vraiment, en l'occurrence, à Freiburg, c'était le cas. Et donc, c'est foisonnant, c'est super sympa. Et il faut en profiter, mais il faut quand même, voilà, savoir se restreindre parce que on va jamais vous harceler pour que vous travaillez. C'est à vous de travailler, à vous d'être autonome. Et puis un autre élément qui m'avait paru étonnant, c'est, enfin au-delà du rythme, si je puis dire quotidien ou hebdomadaire, c'est le rythme de l'année. On va avoir des cours qui vont commencer tard dans l'année académique, parfois mi-octobre, et on va avoir une grosse coupure entre les deux semestres. De parfois plus de 2 mois en fait. Moi, je me souviens, j'avais dû finir les cours février et j'avais repris le semestre d'été autour d'avril. Et donc cette grande coupure, en général, elle est propice pour des voyages ou pour travailler justement dans ce laps de temps. Et puis là, j'aborde la question du travail également. Ce rythme euh, quotidien hebdomadaire, il permet évidemment de travailler à côté de ses études, peut-être plus facilement qu'en France. Là, vous finirez pas tout le temps. Après 10 heures de cours à 18 heures, moi je me souviens, notamment en master, j'avais vraiment des demi-journées libres et ça m'avait permis de trouver un job étudiant pour compléter un petit peu les fins de mois parce que le coût de la vie, justement, Julien l'a mentionné, il y avait une bourse de l'UFA de l'université franco-allemande à laquelle j'ai pu prétendre et dont j'ai bénéficié, mais ça ne couvre pas forcément tous les coûts de la vie. Là, l'exemple de la ville de Fribourg, c'est une ville qui est assez chère parce que bah voilà, les villes étudiantes qui sont très prisées, elles souffrent aussi d'un manque de logement parfois. D'ailleurs, moi, j'avais commencé l'année, ma première année où j'avais débarqué à Fribourg. J'avais pas encore de logement au moment où je suis arrivé. J'ai dû trouver sur le tas et c'était une expérience un peu compliquée, mais bon, finalement, on s'en sort toujours. Donc voilà, il y a toujours les avantages de ces inconvénients, mais en général, on s'en sort. Et puis, et ça c'est la facilité, quand on fait partie d'un cursus intégré, on va être accompagné. Nous, on avait un mentorat auprès d'étudiants qui étaient plus âgés, qui étaient voilà en troisième année, alors que nous, on débarquait en première année. On était accompagnés par ces étudiants qui étaient passés par les galères qu'on allait affronter. Et donc, forcément, c'est beaucoup plus sécurisant et rassurant quand on sort du lycée et qu'on va faire une expérience dans un pays étranger, bien que ce soit notre voisin, il y a toujours des différences culturelles. Merci Mathias. Chloé, vous, votre première année du coup, qui a été faite à Mayence, est-ce que vous avez aussi eu la même impression que Mathias, comme quoi il fallait vraiment être très autonome dans votre travail? Alors oui, il y a beaucoup de choses que j'ai remarquées dans ce que tu as dit. Je suis d'accord avec ce que tu as dit. Euh, oui, donc je trouve qu'on est plus autonome en Allemagne parce que, par exemple, je connaissais pas le système universitaire français, mais j'ai d'abord connu le système allemand et ensuite, quand je suis arrivée à Dijon, j'ai vu les différences avec la France. Donc à Dijon, on m'a donné mon emploi du temps. D'ailleurs, ça pose quelques problèmes parfois, mais
on me donne mon emploi du temps et je suis obligée de le respecter. Alors qu'en Allemagne, en fait, on s'inscrit à des cours en fonction, en fait, on construit notre propre emploi du temps. On a des cours à valider à la fin de toute la licence. On a un plan quand même qui nous aide chaque semestre. Voilà, tel cours serait à valider. Et ensuite, on s'organise un petit peu comme on veut. Par exemple, si tel, tel travaux dirigés, TD, tel cours de travaux dirigés nous correspond le moins, ben, on prend un autre. Voilà, on s'arrange un petit peu comme on veut. Et, euh, et c'est vrai qu'on est plus libre, donc on a moins d'heures de cours, mais les cours sont très denses en Allemagne, avec des diapos très très chargés, enfin, pas très chargés visuellement, mais disons, il y a vraiment beaucoup d'informations à apprendre. Contrairement en France où j'ai l'impression de passer plus de temps en cours, mais finalement d'apprendre un peu plus espacé. Enfin, c'est pas très, on va pas trop dans les détails. Je trouve qu'on reste un peu à la surface parfois. Et donc, en Allemagne, il y a beaucoup de diaporamas qui sont utilisés par les professeurs. En France, moins, je trouve. Et il y a une prise de notes plus importante euh, en France, du coup, sans diaporama. Voilà, c'est pour les cours. Et je trouve qu'on est assez libre aussi globalement. Euh, en Allemagne, il y avait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était l'intégration étudiante avec des associations étudiantes qui sont bien organisées, qui sont très actives, qui organisent au début de chaque semestre des rencontres avec tous les étudiants du cursus, on va dire, de la matière. Il y a des associations par matière et c'est toujours très sympa. Tu as parlé du coût de la vie, Mathias. Alors moi, j'ai observé l'inverse. Alors je ne sais pas trop pourquoi, mais j'ai remarqué qu'à Mayence, mon porte-monnaie était plus lourd, Mhm. contrairement à Dijon où le coût de la vie est un petit peu plus élevé, je trouve. Mais bon, voilà, j'imagine que ça dépend des villes. Et pour le logement, parce que j'ai vu vous avez noté le mot-clé logement, moi je vous conseille la colocation. Voilà, ça peut être un bon début pour se faire des amis. Ou alors le Crous, enfin, l'équivalent du Crous, c'est le Studierendenwerk en Allemagne. Alors, il faut s'inscrire aussi, c'est un peu comme le Crous, justement, c'est sur des critères. Euh, et pour la colocation, donc privée, on va dire, sans le Crous, euh, il y a un site que je vous conseille. Un peu, il y a pas le Bon Coin en Allemagne, donc c'est WG Gesurt, Gesucht. Voilà, si ça peut vous aider. Sinon, n'hésitez pas à nous contacter, à contacter. Voilà, il y a plein de contacts, pardon. Thermopax, Euh, notamment, oui, on trouve, je peux le permettre de le dire, on trouve vos contacts aussi sur le site de l'OPAGE, hein, dans les jeunes ambassadeurs, on peut comme ça vous interpeller pour si vous avez des questions. Merci Chloé. Peut-être Viviane, là, vous par rapport aux jeunes Allemands, justement, quand ils vont en études, c'est quoi leur mode de logement habituel? C'est plutôt justement de faire de la colocation, d'être en résidence chez l'habitant? Je crois que la majorité des étudiantes en allemand vit en coloc ou dans des maisons des étudiantes. Par exemple, dans mon cas, je vis dans un coloc, mais c'est dans une maison des étudiantes. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment connu. Et en fait, moi, je peux recommander les maisons des étudiantes parce que de cette manière, on peut rencontrer beaucoup des jeunes de tout aussi de l'étranger et on peut faire vraiment vite des amis. Donc ça, c'est un peu mon expérience. Et il y a des maisons des étudiants dans presque toutes les villes. Je crois qu'on peut aussi postuler euh, vers le Studienwerk. Mais il y a aussi des maisons des étudiants qui sont un peu privées, donc qui sont financiers par l'Église. Par exemple, dans mon cas, je suis dans une maison des étudiants qui est financée par l'Église. Il y a des projets comme ça dans presque chaque vie et je veux bien recommander ça. Il faut pas être chrétienne ou comment dire, religieuse.
et le logement est pas trop cher. Donc ça, c'est aussi la raison pour laquelle je paye pas trop cher pour un logement à Berlin. Et concernant la vie sociale, je peux aussi dire que il y a beaucoup des groupes où on peut s'engager à l'université, donc des groupes de théâtre, des groupes politiques. Et c'est aussi donc à la fin, on a vraiment une vie vraiment sociale et c'est aussi une possibilité pour rencontrer des amis et des autres jeunes. Euh, mais oui, ça dépend aussi de ses études, si on a du temps ou si on n'a pas trop du temps. Mm. Oui, c'est un peu ça. Et oui, Gesucht, c'est vraiment super pour trouver des colocs. Et aussi sur eBay Kleinanzeigen, c'est un peu l'équivalent au Le Bon Coin qui existe déjà en France. C'est aussi une petite recommandation de mon part. Oui, c'est un peu tout ce que j'ai un peu noté. Donc les autres, vous avez déjà dit beaucoup des trucs sur Mm. la vie étudiante en Allemagne. Merci beaucoup. En tout cas, donc, que ce soit Viviane, Mathias et Chloé, et puis Guido aussi pour ces interventions en début de séance. Je crois que ce que vous avez dit, Viviane, là, dans votre dernier propos, c'est vraiment très important, le fait de pouvoir aller dans des groupes, dans des associations, d'aller rencontrer Mhm. d'autres personnes. Euh, c'est évident quand on part à l'étranger pour s'intégrer voilà, dans une nouvelle culture, vous favoriser les rencontres. Et puis plus largement pour ceux qui vont à l'université ou dans des grandes écoles, puisque voilà, on sort de son lycée où on est toujours avec les mêmes amis depuis des fois plusieurs années. Donc là, c'est un grand pas en fait vers un nouveau monde. Et plus vous serez actif, plus vous avez des chances de vous intégrer. Ce qu'on conseille souvent, voilà, c'est de continuer à faire des activités que vous feriez quand vous étiez par exemple en France, hein, du sport, des activités culturelles, associatives et autres pour vous permettre justement de rencontrer des jeunes qui ont un peu les mêmes centres d'intérêt que vous. Et c'est ça vraiment qui va permettre en fait d'échanger, de vous faire des vraies relations amicales. Ça, je pense que c'est vraiment très important. Dans le même ordre d'idées, dans les universités, il y a également des associations qui vont aider les étudiants internationaux voilà, à s'intégrer, à s'adapter. On peut penser à ESN, donc c'est pour Erasmus Student Network, qui est présent dans quasiment toutes les grandes villes universitaires, que ce soit en Allemagne ou dans d'autres destinations, si vous étiez intéressé. Donc là, je vois que l'heure a tourné, mais c'est parce que c'était vraiment très intéressant de vous avoir et d'avoir euh, toutes vos expériences. Donc là, comme il est 19 heures passées, on va quand même mettre fin à cette visioconférence. Donc n'hésitez pas, si vous avez des dernières questions, à les poster dans vos chats, dans le chat. Donc, on vous remercie vivement de votre participation, hein, bien sûr Julien, mais aussi donc Nelly, Mathias, Chloé, Lou et Viviane. Donc là, on vous a remis les sites donc euroguidance-france.org où vous allez retrouver quasiment toutes les informations dont on a parlé aujourd'hui. En relais les sites proposés par Julien en Allemagne. Et puis également sur le site du Centre d'information internationale, où on a aussi un dossier Allemagne et puis beaucoup d'informations voilà, sur l'étude à l'étranger, sur ce qu'on peut faire par exemple en césure. On vous rappelle, donc là je libère juste la partie de l'écran. Donc nos prochaines visioconférences, c'est dès jeudi prochain. On en a une sur Parcoursup, la césure, les études internationales, pour vous aider un petit peu à comprendre un petit peu ce que vous pouvez faire. Donc là, quels que soient les pays. Donc là, on sera en partenariat avec le service post-bac du rectorat de Lyon. Le mardi 18 février, on aura une autre visioconférence sur les études supérieures en Espagne. Donc un peu de la même façon, hein, pour ceux qui veulent aller étudier directement en Espagne ou alors partir plutôt dans le cadre d'échanges. Et puis le jeudi 3 avril, donc un peu plus tard, là on reviendra plus longuement sur que faire pendant une césure. Où on parlera voilà, des volontariats, des jobs, des séjours au pair, voilà, un petit peu tout ce que vous pouvez faire à l'étranger, notamment pendant une année. Et c'est quelque chose qui est très très utilisé, notamment dans les pays nordiques ou l'Allemagne, les Scandinaves également. Donc, vous allez cliquer quand même qu'il n'y ait pas quelques petites. Donc,
sont les horaires des visioconférences affichées. Donc, c'est toujours 17h30. Donc, avant de clore un peu cette visioconférence, peut-être est-ce que vous avez un dernier mot, un dernier conseil pour des jeunes qui hésiteraient encore à partir à l'étranger, et notamment là en Allemagne pour ce soir? On va peut-être commencer par nos jeunes ambassadeurs et puis finir par Julien et Émilie. Mathias, donc là, assez rapidement, voilà, en une phrase. Oui, bah, je pense que soyez curieux, c'est très important. Et puis, il n'y a pas de niveau d'allemand minimum hein, pour tenter son expérience. Vous allez vous faire votre expérience en y allant et en étant curieux. Donc voilà, je vous souhaite d'être curieux. S'il n'y a pas de niveau, pas, alors, pour aller en études, il y a des fois un niveau, comme Julien l'a bien dit tout à l'heure. Par contre, on a bien montré avec les mobilités de l'OFAGE qu'il y avait d'autres possibilités. Hein. Et là, vous l'avez bien dit sur les cours de langue, les volontariats, etc. Chloé? Oui, bah déjà, merci à tous pour cette visioconférence. Et sinon, bah, je vous dirais de vous lancer tout simplement. Voilà, si c'est une idée qui vous trotte dans la tête depuis longtemps, bah, allez-y, foncez. N'hésitez plus. Euh, voilà, vous pouvez toujours demander conseil au site, pardon, au centre d'information et à Euroguidance, voilà, où voilà, il y a plein de contacts qui existent. En tout cas, n'hésitez plus. Voilà, merci. Viviane, qu'est-ce qui pourrait pousser un jeune Français à aller étudier en Allemagne? Alors, merci bien pour participer à cette vidéoconférence. Et en fait, moi, j'ai fait l'année dernière un VFA, donc volontariat écologique en France. Et donc, cette expérience à l'étranger, c'était jusqu'à maintenant un de mes meilleurs de la vie. Et ça m'a vraiment donné l'envie de voyager. Et franchement, je peux bien recommander ça parce que une expérience à l'étranger, c'est quelque chose qui te permet de grandir et éloigner des horizons. Et ça va vraiment te changer un peu ton esprit et te donner la motivation de continuer à voyager. Donc ça, c'est un peu ce que je retiens de cette expérience et j'espère que vous allez faire un peu la même expérience, peut-être d'une autre manière, mais oui. En tout cas, merci Viviane. Lilou, vous qui avez déjà vécu deux expériences d'une semaine, donc les études supérieures, ça va venir bientôt, assez rapidement. Hein. Dès l'année prochaine, vous passerez le bac à la fin de l'année. Est-ce que ça vous motive du coup de partir en études en Allemagne? Complètement. Je pense que franchement, comme l'a dit déjà Chloé et Mathias, faut pas se mettre de barrières, faut se lancer, que ce soit le niveau de langue dans les doubles cursus. Euh, L'important, c'est vraiment cette envie, l'enthousiasme d'une ouverture à l'interculturalité. Et le franco-allemand, il y a tellement de possibilités que c'est très intéressant et il faut pas hésiter. Merci Lilou. Julien, qui travaille beaucoup sur du franco-allemand, donc tu as l'habitude de voir à la fois des Allemands qui peuvent venir en France, des Français qui viennent en Oui. Allemagne. Qu'est-ce que tu pourrais dire à des Français qui ne seraient pas encore tout à fait convaincus d'aller en Allemagne? Ah bah, je pourrais souligner tout ce qu'ont dit les quatre témoins, les quatre ambassadeurs et ambassadrices de l'OFAGE. Et euh, effectivement, enfin, prendre renseignement aussi quand on n'est pas sûr, enfin, demander, que ce soit à toi, Yvan, enfin, ou moi, on a l'habitude de répondre à des questions. Il faut surtout pas oser, faut surtout oser, il faut surtout pas hésiter à prendre contact si on a des questions et que vous voyez un mail, un numéro de téléphone, voilà, poser des questions. Mm. Parce qu'effectivement, avec toutes les infos qu'on peut trouver, on peut parfois, voilà, c'est parfois difficile de trouver l'info qui est la bonne pour le projet qui correspondrait. Et je pense qu'on a beaucoup d'infos qu'on peut trouver et parfois ça fait du bien d'échanger et justement de. Donc nous, on est là pour ça. Donc n'hésitez pas, oui, à demander conseil. Merci Julien. Peut-être Nelly, donc toi qui maintenant aussi as l'habitude de voir des jeunes Français plutôt lycéens qui se posent des questions pour partir à l'étranger. Voilà, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les motiver, donner le dernier élan pour partir?
Alors, je ne sais pas si je vais donner un dernier élan pour partir, mais voilà, si ça peut faire peur, des cursus intégrés ou partir une année, déjà essayer un volontariat sur des courtes durées, ça peut déjà donner un premier aperçu et peut-être impulser quelque chose. On l'a vu avec d'autres jeunes là. Donc, n'hésitez pas à commencer comme ça et voilà, être curieux, comme vous l'avez dit. Voilà, tout le reste a été dit. Voilà. Donc voilà, donc merci à tous pour votre participation. On voit de toute façon que voilà, partir à l'étranger, nous on voit les jeunes que l'on suit et que l'on revoit après, ça vous apporte énormément, hein, sur l'ouverture d'esprit, ça vous l'avez souligné, sur l'autonomie, sur l'indépendance, voilà, sur l'ouverture culturelle, c'est vraiment très important. Donc n'hésitez vraiment pas à le faire. Et là, je rebondis ici sur ce qu'a indiqué Julien et Nelly. N'hésitez pas également à prendre contact donc auprès de nos différents services pour vous faire accompagner si vous en avez besoin pour monter le meilleur projet possible. Donc voilà, je vous remercie à tous, je vous remercie tous. Donc n'hésitez pas voilà, à nous contacter.